Bonjour Camille Piguet, merci de participer à cette interview pour Synapsi. Vous êtes donc de formation médicale, vous avez fait de la médecine et après une spécialisation, vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Alors j'ai effectivement fait mes études de médecine à Genève et puis j'ai toujours voulu faire de la recherche aussi parce que j'avais envie de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc j'ai enchaîné ensuite avec ce qu'on appelle un MD-PhD, donc de faire en fait une thèse en neurosciences en même temps qu'une thèse en médecine. Donc j'ai fait que de la recherche pendant un certain nombre d'années, pendant plus de 4 ans. Et puis ensuite, il a fallu revenir à la formation clinique. Et entre-temps, donc j'avais effectivement trouvé tellement fascinant et stimulant de pouvoir travailler dans le domaine des neurosciences psychiatriques que j'ai continué une formation clinique en psychiatrie tout en gardant donc toujours un pied dans la recherche avec un pourcentage qui a varié selon les années. Et donc là, j'arrive au bout de ma formation clinique. Enfin, il me reste encore certaines étapes à faire, mais j'arrive au bout de ce qu'on appelle le FMH de psychiatrie et psychothérapie. Et voilà, tout en continuant la recherche. Donc votre journée ne consiste pas simplement à guérir des patients, mais aussi à faire de la recherche, c'est ça, si je comprends bien? Alors en pratique en ce moment, c'est vrai que j'ai un 10% de recherche, donc j'ai une demi-journée par semaine vraiment protégée pour la recherche. Et puis après, ça déborde un peu sur le temps libre aussi, il faut bien dire. Donc peu de temps pour faire de la recherche, ce qui vous passionne. Et dans ce cadre-là, Synapsi propose des choses et essaye justement de réunir ces deux univers, de la psychiatrie et de la recherche fondamentale. Donc c'est une bonne initiative selon vous? Alors ça c'est sûr parce que c'est grâce à Synapsi que j'ai pu faire justement quelque chose qui était à l'époque assez rare, de pouvoir vraiment, après un MD-PhD, continuer en parallèle la clinique et la recherche. Alors au sein de Synapsi, vous faites partie d'un projet qui s'appelle le projet Mood Disorders. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? Alors c'est un projet qui a commencé déjà depuis plusieurs années. L'idée c'était de s'intéresser non seulement effectivement aux troubles bipolaires, qui est donc un des troubles de l'humeur qui n'est pas forcément le plus fréquent, mais qui a vraiment un impact très important sur la vie des personnes et aussi sur la société en général. C'est très coûteux aussi. Et on voulait s'intéresser non seulement au trouble lui-même, mais aussi à l'apparition du trouble et puis à ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité. Donc c'est une de ces maladies psychiatriques pour lesquelles on sait qu'il y a une composante génétique, mais qui est assez complexe et pour l'instant on n'a pas exactement mis le doigt sur quels gènes sont impliqués. Il y a différents gènes impliqués, mais il y a aussi évidemment des facteurs de vulnérabilité environnementaux, donc notamment ce qu'on appelle le stress dans l'enfance, donc les traumatismes que vous pouvez avoir en début de vie, et puis certainement encore plein d'autres paramètres, notamment au niveau des rythmes circadiens, ça c'est un petit peu plus spécifique du trouble bipolaire. Et donc on a voulu essayer de monter un protocole dans lequel on pouvait combiner à la fois des aspects génétiques, des aspects de connaissance des facteurs de risque, et puis de voir l'impact que ça a donc sur ce qu'on appelle les populations à risque, qui étaient notamment les enfants de parents bipolaires. Parce qu'on sait que quand on a un parent qui a un trouble bipolaire, eh bien, effectivement, les jeunes sont plus à risque de développer un trouble de l'humeur, donc bipolaire ou dépression, mais aussi de manière plus générale un trouble psychique en fait. Donc c'est ce qu'on appelle des jeunes à risque, même si le risque il reste relatif. Ok, alors là, dans ce contexte-là, vous mettez quelle casquette, médecine ou neurosciences? Je pense que c'est un bon exemple de pouvoir réunir les deux, parce que c'est vrai que c'est une inquiétude clinique de voir ces jeunes qui sont à risque, de pouvoir éventuellement prévenir l'apparition de ces gros troubles psychiques. Et puis en même temps, évidemment, mon questionnement il se porte sur quels sont les réseaux. Donc moi, je fais surtout de la neuroimagerie fonctionnelle. Donc quels sont les réseaux impliqués en termes d'impact sur le fonctionnement cérébral. Est-ce qu'on arrive à voir justement déjà à ce stade-là, ou même chez un patient qui, par exemple, est stable, est-ce qu'on voit quels sont en fait les dérèglements au niveau des réseaux fonctionnels du cerveau. Et donc ça me permet vraiment de combiner les deux.